Manuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je voudrais vous poser une question que je posais il y a quelques instants à notre ami Avi Pazner. Comment expliquer que Netanyahou, qui était donné vainqueur, qui était le grand vainqueur de ces élections, eh bien, se retrouve dans une situation aussi rocambolesque, aussi complexe, à quelques heures donc de la fin du délai que lui a accordé le président Rivlin. Est-ce que peut-être que nous n'avons pas utilisé trop de superlatifs concernant la victoire de Netanyahou et que finalement cette victoire, lorsque l'on se livre au calcul avec une petite calculette, eh bien, on se rend compte que dans le système politique israélien, eh bien, 65 mandats, s'il y a un parti qui ne veut pas former la coalition, eh bien, il peut bloquer totalement la formation de ce gouvernement. Il faut bien comprendre que Israël n'est pas un régime présidentiel, mais parlementaire. Et dans un régime parlementaire, gagner une élection, cela signifie avoir une majorité. Et dans un pays et dans un système dans lequel le vote est proportionnel, cela signifie avoir une coalition. Donc, cela ne veut rien dire gagner une élection si on n'a pas de majorité. Le nombre de députés, le nombre de mandats qu'a tel ou tel parti ne veut rien dire tant qu'il n'y a pas une majorité. Donc, tant que Netanyahou n'a pas une majorité, il n'a pas gagné l'élection. Et cela est vrai de tout autre candidat au poste de Premier ministre. Maintenant, pourquoi est-ce que Netanyahou s'est retrouvé dans cette situation ? Parce que il est en position de faiblesse politique et que ses partenaires le savent. Autrement dit, il veut à tout prix former un gouvernement et faire avancer une législation qui lui permettrait de se protéger d'une mise en examen. Et ça, ses partenaires coalitionnels le savent. Et c'est pourquoi ils lui font du chantage. Cela inclut, entre parenthèses, également le parti de l'Union des partis de droite, oui. Qui, avec un tout petit nombre de partis à la Knesset, exige le portefeuille de la justice et de l'éducation, ce qui est complètement aberrant. Et donc, tous ces partenaires savent qu'il veut absolument une coalition à tout prix. Et en politique, lorsque on veut quelque chose à tout prix et qu'on est prêt à tout, eh bien, on est évidemment sensible aux pressions. Vous pensez que c'est irrémédiable, que l'on va vers des élections anticipées, ou alors, à votre avis, à la dernière minute, Binyamin Netanyahou, que l'on dit souvent très prompt, c'est-à-dire en tout cas favorable à des pressions, en tout cas qui et peut être être cédé ou en tout cas plié sous certaines pressions, peut se ressaisir et accepter, on va dire, toutes les conditions de Lieberman et faire pression peut-être par exemple sur les orthodoxes. Ça dépend pas de Netanyahou, ça dépend pas de Netanyahou. Encore une fois, il y a là un effet de trompe-l'œil, parce que c'est vrai que aussi bien les électeurs des partis ultra-orthodoxes que les électeurs de Lieberman ont voté indirectement pour Netanyahou parce qu'ils le voulaient comme Premier ministre. Mais il y a des écarts énormes entre ce que veulent les électeurs de Lieberman et les électeurs des ultra-orthodoxes sur les questions, par exemple, du service militaire. Donc il y a là un trompe-l'œil. Oui, les deux types d'électeurs veulent Netanyahou, mais ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur des questions de base. Donc, techniquement, d'après la loi, si on s'en tient véritablement à ce que dit la loi, si Netanyahou ne parvient pas à former un gouvernement, eh bien, le président de l'État doit permettre à un autre membre de la Knesset de tenter sa chance. Or, ce que fait Netanyahou maintenant en faisant avancer la loi de dissolution de la Knesset, c'est essayer d'empêcher le président d'agir selon la lettre et l'esprit de la loi. Donc il s'agit là véritablement d'une initiative de Netanyahou. Rien n'oblige au contraire à avancer les élections. Il faut tout simplement s'en tenir au texte de la loi qui attribue au président le pouvoir de demander à un autre membre de la Knesset d'essayer de former une coalition si Netanyahou n'y parvient pas. Alors, est-ce que vous pensez, on l'a vu, la Knesset a voté la nuit dernière donc sa dissolution donc en première lecture, mais en général, il y a une sorte de dynamique dans la vie politique israélienne, dites-moi si je me trompe, mais en général, les députés qui viennent fraîchement d'être élus, en général, ne sont pas particulièrement pressés de s'autodissoudre et de se faire une sorte d'harakiri politique. Comment est-ce que vous pensez que demain, en seconde et troisième lecture, il peut y avoir des députés, y compris du Likoud, qui décident tout simplement de ne pas soutenir ce projet de loi de dissolution de la Knesset ? C'est clair que la plupart des députés ne veulent pas d'élections anticipées, vous l'avez dit vous-même. À peine 2 mois après s'être fait élire, aller vers une dissolution, personne ne veut cela. Encore une fois, c'est Netanyahou qui a initié cette législation.
Mais comment est-ce qu'on peut vous pensez que l'on peut dans la constellation actuelle s'attendre à ce que, par exemple, disons qu'au Likoud, tout le monde reste encore fidèle à Netanyahou, mais à l'extérieur, parmi les formations qui ont voté hier soir en faveur de la dissolution, il y a des partis, par exemple les partis orthodoxes, qui pourraient dire nous ne voulons pas d'élections anticipées, nous voulons rester, nous avons un pouvoir assez important dans cette 21e Knesset, nous voulons le conserver. Et finalement, d'une certaine manière, empêcher Netanyahou de procéder à cette dissolution de la Knesset et renvoyer la balle, on va dire, à la présidence de l'État. C'est un scénario tout à fait réaliste. Je pense qu'effectivement, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait suffisamment de membres de la Knesset également dans la coalition qui refusent finalement de faire passer cette loi de dissolution, auquel cas, eh bien, effectivement, Netanyahou devra aller vers le président en disant « Je n'ai pas réussi à former une coalition, à vous d'essayer de nommer quelqu'un d'autre ». Mais c'est justement ce scénario... Que se passera-t-il là à ce moment-là pour Netanyahou? Est-ce que, de facto, cela met fin à sa carrière politique? Est-ce que, de facto, cela le met sur la touche avec, d'une certaine manière, l'impossibilité de continuer à conduire le pays? Non, c'est-à-dire que si un autre membre de la Knesset parvient à former un gouvernement, il y aura un autre gouvernement. Sauf que si ce membre, il y a un autre problème technique qui rentre en compte, c'est que si ce membre du gouvernement est un membre du Likoud, il faudra également parallèlement avoir des élections internes au Likoud pour remplacer Netanyahou. Donc vous voyez, ça complique encore plus les choses. C'est-à-dire que, par exemple, le parti bleu et blanc hier a déclaré qu'il serait prêt à se joindre à un gouvernement d'union avec le Likoud à condition que ce ne soit pas Netanyahou qui soit à la tête du parti. Mais encore une fois, donc ça veut dire que demain, Reuven Rivlin, le président de l'État, peut demander à un autre membre du Likoud de former une coalition et le parti bleu blanc a déjà indiqué qu'il s'y joindrait, mais encore une fois, il faudrait que parallèlement il y ait des élections internes au Likoud. Mais tout ça en 24 heures, c'est possible? Alors, c'est-à-dire qu'on peut techniquement avoir un gouvernement. Le Likoud peut effectivement permettre, dans ses procédures internes, à un membre qui n'est pas chef du parti d'être Premier ministre intérimaire et ensuite, sous condition qu'il soit élu à la tête du Likoud, ça pourrait se faire à la suite. Finalement, d'une certaine manière, si on revoit, on essaye de faire des comparaisons historiques, eh bien on peut dire qu'Avigdor Lieberman, pour l'instant en tout cas, est un peu le Ehud Barak d'Ehud Olmert, celui qui a poussé à sa manière Binyamin Netanyahou en dehors de l'échiquier politique, ou qui veut en tout cas le pousser en dehors de l'échiquier politique. Vous savez, comme le dit l'expression bien connue, la revanche est un plat qui se mange froid, et surtout en politique. Et il y a un vieux contentieux entre Avigdor Lieberman et Binyamin Netanyahou. Ils se connaissent depuis près de 30 ans. Oui. Et donc, je pense qu'à ce stade, effectivement, je ne sais pas exactement quelles sont en réalité les motivations de Lieberman, mais c'est clair qu'il y a un contentieux entre lui et Netanyahou, et que les gens qui ont des contentieux avec Netanyahou à la Knesset et dans la politique israélienne, c'est pas ce qui manque non plus. Donc, il faudra voir effectivement aussi, surtout, au sein du Likoud, quand il y aura un moment de ce qu'on appelle le moment Brutus. Oui. C'est-à-dire quand est-ce que les membres du Likoud décideront effectivement qu'il est temps de se débarrasser de Netanyahou. Je vous rappelle qu'en Angleterre, si nous étions le parti conservateur britannique, cela fait longtemps que Netanyahou aurait été mis de côté. Je vous rappelle le cas de Theresa May récemment, mais même Margaret Thatcher, qui au sommet de son pouvoir, avait été écartée lorsque son parti avait considéré qu'elle était devenue un handicap politique. Alors, une dernière question, nous avons 1 minute, Emmanuel Navon. L'impact sur le plan international, on voit que Binyamin Netanyahou a mobilisé Donald Trump pour tenter de persuader Lieberman de s'assouplir. Vous pensez que de nouvelles élections peuvent avoir un impact sur le plan de paix américain, etc.? Je pense que si on se dirige vers des élections anticipées, il est très probable que l'administration américaine effectivement repousse de nouveau son plan de paix. C'est effectivement une possibilité parce qu'on voit difficilement un gouvernement Trump pendant des élections israéliennes, si jamais ces élections ont lieu, soumettre ce plan de paix ils avaient déjà annoncé qu'ils comptaient le soumettre début juin. Oui.
Eh bien, Emmanuel Navone, professeur Emmanuel Navone, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé à mieux comprendre cet imbroglio politique dans lequel on se trouve actuellement. On essaiera de voir ce qui va se passer au cours des 36 prochaines heures. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Bonne journée. Shalom.